Qu'est-ce qu'une marque impactante ? C'est une marque qui est facilement mémorisable et c'est une marque qui stratégiquement s'adapte à sa cible pour permettre une identification. Et parfois, vouloir en dire trop, en faire trop, ça va à l'inverse du message qui est proposé. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale ? Comment s'organisent-ils au quotidien ? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hello Gaël. Alors aujourd'hui on se retrouve avec Damien. Petit disclaimer, tu vas être le 4e épisode de l'équipe membre de l'agence Coquelicot. Ça s'est fait comme ça, c'est pas du tout voulu, mais entre-temps, Laura est venue vous rejoindre. Il y avait Manon et Julie. Donc là, je pense qu'on va faire un podcast interne au BHZ pour Coquelicot. Ça va être très drôle. Avant de plonger du coup dans le sujet du jour, pourquoi créer une marque forte ? Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? En quelques mots, donc voilà, je m'appelle Damien, je suis graphiste, je viens de région parisienne, ça fait une 20aine d'années que je fais ce métier. J'ai commencé en région parisienne, donc avec une première agence dans laquelle on était spécialisé dans le sport automobile, où j'ai un peu laissé de côté le métier de graphiste pur et je suis parti sur la photo. C'était une super expérience. Pendant 6-7 ans, j'ai un peu vadrouillé sur différents coins en Europe, sur les paddocks de Formule 1, sur les rallyes, les motos, tout ça. Donc c'était vraiment chouette. C'est une belle expérience avec un final en Malaisie. Donc plutôt chouette, 6 jours en Malaisie, assez incroyable. Donc c'était ma première expérience en sortie d'école. Plutôt sympa. Ouais. Ensuite, je suis revenu un peu sur mon métier. Je suis allé dans une autre agence qui était plus spécialisée dans la cosmétique. On avait un très gros client, pour ne pas le citer, le groupe L'Oréal. On s'en doutait. Voilà, avec qui on travaillait énormément et on faisait donc bien plus. On était plus proche du métier de graphiste où on faisait des dossiers de presse, des affiches, des pancartes, des choses comme ça. Donc ça m'a remis un petit peu sur les rails du métier. Et ensuite, j'ai eu mon fils. Sacrée étape dans ma vie. Ouais. Et du coup, j'ai décidé de me rapprocher de chez moi parce que je faisais 3h45 de transport par jour, ce qui est assez classique en région parisienne ou en grande ville, on va dire. Mais quand même ouais, inhumain. Inhumain, fatigant, on profite de rien. Et du coup, je me suis rapproché de chez moi et je suis rentré dans une mairie en tant que graphiste. Du coup, j'ai vu une autre facette du métier encore, avec quelque chose forcément d'un peu plus politique, mais qui est pas moins intéressant. Et ça m'a permis déjà de retrouver un petit peu plus de temps pour mon fils, pour ma vie, ce qui était plutôt chouette, et de concilier les deux. Et j'avais secrètement mon amour pour la Bretagne qui était là. Revenir sur les traces de mes grands-parents, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur. Et j'ai eu cette opportunité il y a 3 ans de voir une annonce à l'agence Coquelicot. Et qui m'a fait débarquer. Ça y est, j'ai fait le chemin inverse de mes grands-parents. J'ai pris mes valises, mon fils, ma femme, et hop, on est tous arrivés ici, sur Trégastel. Il y a pire. Ouais. Le coin est plutôt chouette. Une superbe ville sur la côte de Granit Rose, ça c'est sûr. Exactement. Et donc, coup de cœur, et du coup, quand on peut tout lier, la vie professionnelle, perso, et voilà, avoir tout ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, on me voilà maintenant, depuis 3 ans, chez Coquelicot, en tant que graphiste, et une autre facette du métier encore une fois, où là j'ai pu m'exprimer sur la partie illustration, qui est quelque chose que j'aime beaucoup le dessin depuis que je suis petit. Mon papa m'a transmis ça, j'essaie aujourd'hui de le transmettre à mon fils, donc c'est plutôt chouette. Et du coup, chez Coquelicot, on a cette facette illustration qui est bien présente et qui me plaît bien. Et donc voilà, grosso modo, les grandes lignes. Et par curiosité, Damien, tu pratiques sur tablette, tu dessines comment ?
Oui, j'ai une tablette graphique. Ok. Qui peut faire un peu outil barbare au début pour certaines personnes, mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment simple. On retrouve vraiment les sensations exactement du dessin, et ce qui nous permet nous sur un des produits phares qu'aujourd'hui on propose, qui sont les cartes touristiques. Nous amuser vraiment là-dessus et de pouvoir proposer quelque chose de très dessiné, de très illustré, qui pour moi est quasiment impossible à la souris. On est bien plus rigide à la souris. Donc voilà, on travaille essentiellement sur la tablette graphique et c'est vraiment un outil qui est vraiment chouette à essayer. On ira sur l'évolution, parce qu'il y a 20 ans quand tu as commencé, tu travaillais pas sur une tablette? Non. J'ai commencé. J'ai commencé de la première agence où du coup je faisais plus de photos, donc j'étais plus lié à la retouche photo. Même si la tablette est venue assez rapidement, mais au départ non, j'étais à la souris, je faisais beaucoup de détourage, des choses comme ça, des trucs. Ce qui est automatique aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui on a des outils un peu magiques pour ça. C'est fou. Donc et j'y suis venu petit à petit, et c'est vrai que quand j'ai découvert ça via un salon à l'époque qui proposait ça. Et du coup, j'ai essayé, mais c'est magique en fait. Donc aujourd'hui, ça peut paraître assez basique, une tablette graphique tout le monde connaît, c'est vrai mais il y a 20 ans, c'était encore un petit peu quelque chose de nouveau. Même en termes de prix, c'était quand même quelque chose d'assez cher. Aujourd'hui, c'est vraiment accessible. Et du coup, quand j'ai commencé ça, j'ai impossible de revenir en arrière. Ouais. Je suis incapable de rester qu'à la souris, quoi. Et sur le papier, tu le pratiques aussi? Sur papier, oui. Moi, j'aime bien. J'ai toujours dessiné avec mon papa. On faisait beaucoup de peinture, de dessin. Donc, ça me permet de travailler aussi. L'école que j'ai faite à l'époque, une école d'art graphique, pareil, il nous imposait quand même de travailler en réel, sur du papier avec des crayons, avec des feutres, avec des stylos, de la peinture pour appréhender les matières et puis pour avoir le bon geste. Je pense que la tablette graphique, c'est un peu l'aboutissement pour retranscrire ça sur l'écran. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir cette fibre quand même dessin, d'aimer ça, tout simplement. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce qui me permet aussi d'aimer mon travail. C'est clair que on n'a pas tous cette chance-là, je pense. Et quand aujourd'hui on peut lier tout ça, c'est vraiment chouette, quoi. Ça permet d'avoir sa passion, son travail réuni, c'est plutôt sympa. Dans un lieu magnifique. Dans un beau lieu. Complètement. En guise d'introduction, je crois que tu avais une question pour nous. Oui, je voulais savoir, pour vous, qu'est-ce qu'une marque impactante? Alors, je me lance, Gaëlle. Allez, c'est parti. Pour moi, une marque qui est impactante, c'est une marque qui est facilement mémorisable, déjà dans un premier temps. Et c'est une marque qui, stratégiquement, s'adapte à sa cible pour permettre une identification. Voilà, donc ça, pour moi, c'est une marque qui est impactante. C'est difficile de passer derrière, Roselyne, parce que, voilà. Moi, je trouve que les marques impactantes, je trouve que c'est la simplicité de l'identité et du message qu'il y a derrière l'identité qui est pour nous très simple à retenir et à comprendre, alors qu'en fait, c'est très compliqué et c'est sophistiqué d'arriver à ce résultat. Je pense que le vrai travail de création, c'est de proposer peut-être plein de choses, de partir dans plein de directions et de savoir à un moment simplifier et élaguer pour qu'on ait vraiment la substantique moelle de l'identité en un instant visuellement, ou même nous on travaille aussi sur le côté sonore, donc tout ça se regroupe et il faut que ce soit simple au final, je pense. Ouais, c'est plutôt bien synthétisé, si j'ose dire. C'est vraiment cette approche-là, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche, nous, quand on est sur une création de marque, ou même une refonte de marque. C'est d'essayer justement de synthétiser toutes les envies du client, qui sont parfois assez compliquées, ou parfois même un peu fouillis, tout simplement, parce que la personne pense avoir les bonnes idées, mais qui lui parle à elle, avant de parler à la cible. Et ce qui est un peu notre boulot, c'est d'essayer justement de recadrer tout ça pour que justement arriver au final à un logo, si on veut faire simple, ou une identité de marque qui soit claire, simple, lisible et compréhensible d'un maximum de personnes, et surtout de la cible principale, qui est quand même le point d'intérêt. C'est un peu c'est ce qu'on vise.
Et parfois, vouloir en dire trop, en faire trop, ça va à l'inverse du message qui est proposé. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment essayer de synthétiser, de proposer quelque chose de simple et d'efficace. Il y a des jeux qui sont faits comme ça avec des grandes marques où on met en avant simplement les couleurs, où on supprime le nom de la marque, où on doit deviner de quelle marque il s'agit. Et en fait, on se rend compte que les plus grandes marques sont allées comme ça à l'essentiel, ont été épaulées par des équipes justement de graphisme exceptionnelles qui ont su faire ce travail-là de création d'identité impactante. On a les très grandes marques, on va pas les citer, mais des marques des marques de téléphonie, de des marques de chaussures exactement. Oui. On n'aura pas cité, mais on sait de quoi on parle. Ouais. Mais c'est des marques qui sont là depuis plus de 50, 60, 70 ans. Elles sont pas arrivées à ce résultat en claquant des doigts. C'est un travail énorme sur le long terme. On peut même trouver sur Google l'évolution des logos. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'on voit vraiment des choses et on arrive même à cibler. On pourrait presque dire, ça a été fait en telle année, telle période, par rapport à des modes et à vraiment et ces marques-là sont clairement sont des vecteurs justement pour la création de marques. Les gens s'identifient vraiment à ces marques-là et voudraient, dans l'idéal, être aussi vite reconnaissables, mais ça se fait pas comme ça parce qu'il y a vraiment un long travail derrière tout ça. Mais du coup, c'est vraiment, ils donnent le ton. On va dire, peut-être pas tous les ans, parce qu'aujourd'hui les marques elles se renouvellent pas non plus tous les ans, parce qu'il faut quand même qu'elles arrivent à montrer qu'elles sont quand même stables. Parce que de changer de logo tous les ans, c'est peut-être pas bon signe. On va dire qu'un logo en moyenne a une durée de vie de 8-10 ans, grosso modo, pour être à peu près correct. Donc on va dire que c'est une phase qui 8-10 ans, qui est bien pour un logo, c'est une bonne durée de vie. Mais après, et qui permet, un petit lifting qui, pour se remettre au goût du jour, pour continuer à plaire à sa cible, pour évoluer avec sa cible et pour proposer toujours quelque chose de moderne, d'innovant et pas passer pour une marque un peu vieillotte et qui a peur de se renouveler. C'est peut-être aussi ça, il y a la peur de se renouveler qui des fois met des barrières. Et je pense qu'il faut pas justement avoir cette peur-là, il faut oser quand on est une marque, s'affirmer et montrer qu'on évolue aussi, quoi. Et c'est dur de garder un lien, par exemple, sur des marques centenaires, bicentenaires, qui ont vraiment tout cet historique, ce poids, cet héritage, de garder quand même une trace, une unité avec quelque chose, un fil conducteur. Ça se fait, on peut le voir aussi beaucoup dans l'automobile. Les marques, aujourd'hui, si on prend les 3 marques françaises, on regarde les logos qui sortent aujourd'hui en 2023, 2024. En fait, si on regarde bien, ils sont revenus sur des logos qui ont aujourd'hui 50, 60 ans. C'est ça qui est drôle. Et les 3 marques, les plus connues, entre guillemets, sont vraiment revenus sur des logos qu'ils avaient dans les années 70, 60. Et c'est assez rigolo. Alors, ils les ont épurés, mais on est revenu sur quelque chose. Il y a ce côté rétro qui plaît beaucoup. On le voit même dans le monde de l'automobile où aujourd'hui ils sortent tous la nouvelle version de leur voiture phare des années 70 et Alpine, des années 80. Ouais, et Alpine, tout, ouais. Il y a la Renault, ils ressortent la R5 version électrique, mais qui ressemble à... Et du coup, le logo, on est sur le même logo de l'époque, mais qui du coup, déjà, il est en LED, il est lumineux, il est plus épuré, mais on est sur les mêmes lignes. Et du coup, on a cité Renault, mais Citroën, Peugeot, c'est la même chose. Ils sont venus, Peugeot, on est revenu sur le lion, avec cet emblème, ce blason qui avait déjà il y a bien longtemps. Et Citroën, pareil, on revient sur quelque chose de plus sobre et avec ce cercle autour. Et c'est quelque chose qui était utilisé tout au début de la marque. Donc c'est une boucle. C'est un peu comme la mode. Et il y a ces retours et sur des grandes marques qui durent sur une grande période comme ça. Je pense que ils ont besoin de se rattacher à un moment et de revenir sur leur histoire pour tout en la modernisant, pour montrer il y a aussi cette notion de on existe depuis tout ce temps. Les fondations. On est toujours là. Solide. Exactement. Ouais. Et ça va avec ce côté un peu rétro qui plaît beaucoup aujourd'hui, quoi. Et donc là, Damien, tu nous parles de renouvellement de marque. Si on revient à ce dont on parlait un tout petit peu plus avant, comment procèdes-tu dans le recueil du besoin client ?
pour créer un logo, pour créer une charte graphique, ou même plus loin, puisque je sais que vous, auprès de l'agence Coquelicot, vous créez des logos, Oui. vous créez des chartes graphiques, vous créez aussi des supports Oui, de bien sûr. communication comme des affiches ou des goodies pour les entreprises. Est-ce que tu te laisses principalement guider par le souhait client, ou est-ce que tu arrives, tu réussis aussi à exprimer ta créativité dans une certaine mesure? Je dirais qu'il y a un équilibre à trouver. Après, c'est assez, il y a deux écoles entre guillemets. C'est qu'on va avoir les clients qui vont venir nous voir en nous disant, par exemple sur une refonte de logo, voilà, moi j'arrive, je suis nouveau dans la marque, je veux un peu révolutionner le truc, c'est trop vieux, faut quelque chose de plus fort, on veut vraiment affirmer amener une modernité dans le logo, vraiment changer un peu tout ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une première phase de brief avec eux, où on va vraiment échanger sur leurs besoins, sur leurs envies, sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils n'aimaient pas de l'ancien logo, ce qu'ils ne veulent surtout pas sur le nouveau. Ça va nous permettre de nous guider un petit peu. Et après, je dirais que c'est un peu, ça dépend du client, mais il y a le client qui va nous faire confiance, qui va nous dire, allez-y, proposez-moi quelque chose et, entre guillemets, faites votre job et mais j'ai confiance en vous. Et le client qui va, lui, par contre, nous dire, voilà, moi j'ai ce logo actuellement, et je veux moderniser mon logo, mais je veux pas que vous touchiez à ça. Donc il est beaucoup plus fermé. À nous de nous adapter et d'essayer justement d'amener cette touche de modernité sans trop le froisser pour qu'il conserve vraiment ce qu'il avait avant et qu'il aime. On a eu ça récemment. On a eu quelqu'un qui est venu nous voir. Il reprend l'entreprise de son papa. Il veut supprimer le prénom qui était de son papa sur le nom d'entreprise pour ne garder que le nom de famille. Mais du coup, en supprimant, c'était un logo qui était en 2 lignes avec des petits éléments graphiques. En supprimant une ligne, ça déséquilibre totalement le logo. Donc, il faut quand même réussir à trouver quelque chose pour garder cet équilibre tout en conservant l'identité qu'il avait, qu'il voulait vraiment conserver. Et donc, on essaye de s'adapter à ça. Et un autre exemple, on a eu, je vais les citer, mais on a eu le groupe Hostal, qui est en fait anciennement les auberges de jeunesse du Finistère. Ah oui. Qui avait un logo, voilà, qui était ce qu'il était, c'était la petite maison avec le petit arbre, qui est assez connu en fait sur le territoire. Et pareil, on veut quelque chose de nouveau, moderne, de frais, de coloré. Et là, on a eu un peu plus carte blanche pour vraiment leur proposer quelque chose. Nous, on a essayé de leur amener notre expertise, le côté plus graphique et quelque chose d'un peu plus fort en termes de marque. On avait aussi une petite consigne, c'était d'essayer d'amener le logo sur ce qu'on appelle aujourd'hui un peu l'éco-conception. Alors ça peut paraître un peu barbare comme terme. Le but, c'est pas de faire du greenwashing, mais c'est juste d'essayer de créer quelque chose un peu différemment, de manière à ce que les couleurs utilisées soient plus, entre guillemets, plus soft lorsqu'on va les imprimer, pour qu'il y ait un peu moins d'encre utilisée. Ça peut paraître peanuts, mais au final, sur plein d'éléments déployés, ça fait son petit chemin. Utiliser une typo un peu plus fine pour que, pareil, elle utilise moins d'encre quand elle est imprimée. Leur proposer une charte graphique qui soit plus légère, de manière à ce que, pareil, on soit sur quelque chose de plus doux, de plus, voilà, et de plus propre, si on peut dire. Et du coup, cette marque-là nous a vraiment fait confiance. On a eu en plus une relation vraiment top avec la cliente, avec leur équipe. On a un super feeling et du coup, des échanges comme ça, c'est vraiment ce qui donne sens à ce métier. C'est qu'on s'éclate sur la créa. On a un super échange avec le client. On a eu des retours, mais topissimes de leur part et des gens qui utilisent aujourd'hui le logo et la charte mise en place. Donc, c'est tout bénef, quoi. Moi, j'en veux des comme ça tout le temps. Bravo. Et ce type de demande, vous en avez de plus en plus, justement, qui concerne l'éco-conception, des logos, des chartes graphiques? Ça y vient, on y vient indirectement. Alors, il y a certaines grosses marques, on va dire, qui essaient de se mettre là-dessus pour se donner bonne conscience et essayer d'aller, de marcher où il faut, quoi, pour vraiment se donner bonne conscience. Et puis, il y a des gens à qui ça tient vraiment à cœur, qui ont envie vraiment d'aller sur ce créneau-là parce que c'est quelque chose qui leur parle, c'est des valeurs qu'ils veulent mettre en avant. Donc nous, on essaye de justement d'aller vers ça parce que je pense que c'est encore une fois, sans vouloir jouer le côté des vraiment greenwashing, c'est vraiment d'être sur quelque chose de plus respectueux, de plus cool. Nous, dans notre façon de travailler, ça nous change pas beaucoup au final. C'est à nous de nous adapter là-dessus et d'évoluer aussi avec ça. Je pense que c'est fini le temps les années 80-90 où on en mettait partout, il fallait imprimer tout,
il faut évoluer avec son temps, quoi. Donc ça fait partie du jeu. Donc non, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre en avant sans vouloir vraiment, voilà, on n'est pas l'agence éco-conception, en tout cas c'est pas encore la ligne directrice, mais on essaye, voilà, si on peut le proposer, et on voit que ça parle à pas mal de personnes aujourd'hui, donc ça peut être sympa d'essayer d'aller dans ce créneau quand même. Donc comme conseil, en tout cas, tu parlais de typographie plus fine, et les couleurs, par exemple, je pense à l'encre noire que l'on évite, on privilégie un gris peut-être foncé. Ça va dépendre parce que ça peut, c'est assez aléatoire aujourd'hui sur l'impression. On va pas être trop technique, mais dans l'impression, voilà, on a 4 couleurs. Donc si en magenta, jaune, noir, quand on fait de l'impression, ces couleurs, l'idée c'est que les couleurs qu'on peut appeler éco-conçues vont n'utiliser qu'une à 2 de ces 4 couleurs. C'est par exemple pour faire un noir, on peut utiliser que l'encre noire seule. Pour faire un gris, il est possible de faire un gris avec du noir, du bleu, du vert et du jaune. Du rouge et du jaune, pardon. Ce qui fait que, du coup, on va utiliser 4 encres différentes au lieu d'une. Donc c'est pas tant par la densité, c'est plus par le nombre de couleurs qu'on va mettre dans notre résultat final. Et du coup, on a une grille, on va dire qu'il y a une espèce de grille qui existe des couleurs éco-conçues. Donc on essaye d'aller un peu là-dedans. Ça n'empêche pas, pour reprendre Hostal comme exemple, on est sur un logo qui est très coloré, qui est vraiment péchu, qui est plaisant en tout cas, et pour autant toutes les couleurs sont entre guillemets dans cette grille de couleurs éco-conçues. Donc ça n'empêche pas d'avoir quelque chose de très frais et d'être entre guillemets plus clean. Et on voit bien là depuis le début que tu es au fait de beaucoup de choses sur ces marques, les visuels, les rebrandings, les refontes. Comment tu t'inspires? Comment tu fais cette veille? Est-ce que tu la matérialises au quotidien, ou est-ce que en fait c'est un petit peu tout le temps t'es attiré par et tu te renseignes, tu creuses? Il y a un peu des deux. Je dirais que pour moi c'est vraiment, comme je disais, c'est un métier de passion, donc je suis constamment, dès que je me balade dans la rue, je vois une affiche, je vois machin, je suis en train de l'analyser de partout. Okay. Et ça peut être un peu chiant, je pense, pour ma femme et mon fils des fois. Et dans ta tête aussi. Et dans ma tête des fois, complètement. Mais ça fait partie du métier. Moi, comme j'aime ça, je vais regarder un peu tout ce qui se passe autour. Toi, en rentrant, j'ai vu qu'il y avait l'affiche de Trestraou qui était dans le bureau. Ah oui. Donc on est sur de l'affiche, sur l'illustration, c'est ce qui me plaît. Donc je vais regarder, je vais voir un peu ce qui se passe. Donc il y a cette veille, on va dire un peu inconsciente qui est là, où on regarde un peu tout ce qui se passe. Et des fois c'est tout bête, hein. Pour la petite histoire, j'ai fait une carte il y a pas très longtemps, une carte touristique. Je cherchais un jeu de couleurs, j'arrivais pas à voir vraiment ce que je voulais. Et il y a quelqu'un qui est rentré dans les bureaux, qui avait une paire de baskets qui était un peu turquoise et orange, et j'ai flashé et ça a fait le déclic et je suis parti et c'est voilà. Ce qui a lancé la carte. Donc des fois ça se tient pas grand chose. Bah oui. Et du coup, faut être un peu alerte et voir un peu tout ce qui se passe. Et après, malgré tout, aller fouiller aussi. On a des sites un petit peu autour du graphisme, autour d'illustration, d'identité, qui sont un peu les gros sites. Même aujourd'hui, les réseaux sociaux sont très présents là-dessus. Donc ça nous permet, indirectement, sans vouloir chercher, on nous propose des choses. Moi, je suis fan de musique. Et dans la musique, c'est constant. Il y en a partout. Il y a de l'image partout. Il y a de l'identité partout. Chaque groupe, chaque artiste essaie de se mettre en avant aussi, un peu comme une marque. Donc du coup, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très présent, vraiment dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a. Donc le personal branding. C'est ça. Donc c'est à nous de piocher et d'avoir des petites idées. Idéalement, à l'agence, on devrait avoir ce petit dossier fourre-tout, des bonnes idées. On essaie des fois, on se partage les choses aussi. Donc on a on a pas mal d'éléments avec le WhatsApp, avec ce genre de choses. Où dès qu'on voit quelque chose, on peut se l'envoyer. Ça nous permet d'avoir, ça plaît pas, mais au moins ça alimente un peu tout ça. Donc c'est un peu constant. En tout cas, moi dans ma tête, c'est un peu constant et des fois, c'est pas toujours simple. Faut faire un peu le tri des fois. Tu nous as parlé d'Hostal. Est-ce que tu pourrais nous parler d'autres marques clientes et surtout peut-être évoquer un cas concret d'un exemple assez fort dernièrement? Alors, chez Coquelicot, il y a 2 projets moi qui m'ont marqué. Principalement, alors c'était aussi parce que c'était à mon arrivée. C'était 2 appels d'offres. Okay. Donc j'avais un peu l'impression presque de jouer un peu ma place sur ces 2 appels d'offres. Le premier était pour le Pays des Abers.
qui était, on a eu un appel d'offres là-dessus sur une refonte justement d'identité graphique de l'édition touristique. Et du coup, on a dû créer, là pour partir du côté page blanche, on a créé un magazine touristique qui s'appelle Awen. Pareil, on a trouvé le nom qui est venu un peu comme une petite fulgurance et qui sonnait bien, qui avait les bonnes résonances et du coup ce premier job, le fait de le remporter déjà c'est plutôt chouette. Oui. On se dit bon bah c'est cool. Je suis encore dans le coup. Et du coup, en arrivant à l'agence, c'est toujours bien. Voilà, ça montre aussi qu'on est capable d'aller sur de l'identité, sur de l'édition. Donc, il y a eu toute une refonte au niveau de leur identité graphique qui a bien plu. On a pu, en plus, le lieu est vraiment magique. Pour ceux qui ne connaissent pas les Abers, allez-y. Ouais. Voilà, c'est juste fantastique. C'est un peu comme, il y a un peu le même effet que la côte de Granit Rose, un effet waouh. Donc, on travaillait avec des images sublimes. Donc, c'était vraiment chouette. Et du coup, on a eu des très bons retours de leur part et des gens qui utilisent les documents. Donc plutôt chouette. Et deuxième appel d'offres qui était 70.8. 70.8 c'est un musée. C'est le musée de l'océan. J'allais dire une radio. Non, 70.8 c'est le musée pour l'océan qui est situé au Capucin, qui est avec Oceanopolis. C'est Oceanopolis qui a créé cette marque. Et 70.8, pourquoi 70.8 ? Pour la petite histoire, c'est parce que l'océan représente 70.8% de la surface de la planète. Voilà. Tout simplement. Bon, je suis calmé. C'est bon. Tout simplement. Voilà. Et on est dans cette notion de simplicité aussi, où en fait quand on voit le logo, c'est entre guillemets qu'une écriture, 70.8. Il y a le petit bail Oceanopolis pour aussi resituer. Ça permet aussi de faire le lien. Mais il est très sobre ce logo, et au final, il fonctionne très bien par rapport à ça. Et du coup, là-dessus, ils avaient une identité qui était très photo, avec une photo de la mer, avec un sillon dans l'eau, et qui, a priori, ils avaient envie d'autre chose. Et nous, on a été à fond sur le côté illustration. Et là, je me suis éclaté, j'ai pu m'amuser à faire une affiche que je suis mon premier fan, on va dire, mais qui a vraiment marché. Ils étaient ravis du boulot. Et du coup, on a été vraiment, on a travaillé en fait le concept de leur communication autour de l'illustration. On a créé tous ces petits éléments liés à la mer, liés à l'environnement, parce que dans ce lieu, on parle de la mer, mais on parle surtout de tout ce qui impacte aujourd'hui l'environnement, les nouvelles technologies qui sont utilisées, etc. On va pas rentrer dans tous les détails, et du coup cette communication, je me suis vraiment amusé. C'est vraiment là, c'est ce qui m'a dit. Ça a été le petit élément déclencheur qui m'a dit, je suis au bon endroit dans cette agence où je vais pouvoir vraiment m'amuser sur l'illustration, sur tout ça, et ça a marché. Donc c'était chouette quoi. Et en faire un élément différenciant. Complètement, c'est que on mettait vraiment de côté ce qui avait été fait, qui était ce qui était, il y avait aucun souci, mais ça leur a permis vraiment de passer sur vraiment autre chose. Et on était presque dans de la refonte de logo, parce qu'on était sur une toute autre identité qu'on a aujourd'hui déclinée sur tout le secteur, sur tout le musée, même après en termes de signalétique. Et oui, il y a tout à repenser après. Exactement. Et donc c'est vraiment chouette, c'est qu'on a vraiment été de cette affiche à découler tout le reste, toute la déco de la vitrine, de l'entrée, donc c'est vraiment chouette. Donc et pareil, un peu comme Hostal, des clients qui sont top, avec un relationnel vraiment. Quand ça se passe bien comme ça. Humainement, c'est incroyable, c'est une super aventure. Donc c'est vraiment, ça fait partie de ces clients avec qui on est super heureux de travailler, parce que au-delà du boulot en tant que tel, humainement, c'est super intéressant quoi. Waouh. Merci en tout cas Damien pour ce partage. On va terminer par une question sur des conseils. En tout cas, si tu devais donner des conseils à un entrepreneur qui souhaiterait améliorer son image de marque, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil ? Comme conseil, il faut, je pense, il faut réussir vraiment à se poser les bonnes questions, à lister un peu les envies, les besoins qu'on a vraiment. Essayer de mettre un peu de côté ce côté je me fais plaisir sur mon logo, sur mon identité, parce que ça me plaît, parce que j'aime le rouge, parce que j'aime ceci, parce que j'aime cela. Je veux trouver un prénom ou un nom ou un mot super. Enfin, des fois on a des mots qui sont complètement bizarres qui nous sont proposés, et c'est pas forcément ce qui fait le job, parce que les gens vont pas le retenir, ça va être difficile à retenir, ça va être difficile à prononcer. Donc essayez d'aller poser toutes ces idées.
dans un premier temps, et après faire le tri. Vraiment faire le tri de ce qui est vraiment nécessaire, de ce qui est utile, de ce qui va être facile à retenir, à mettre en avant. Essayer de se mettre, je sais que c'est pas simple, à la place du consommateur, ou entre guillemets, alors j'aime pas ce mot consommateur, on va dire que j'avais ce mot-là sur mon ancienne agence, où on vendait vraiment du pack, on vendait des choses comme ça. Aujourd'hui, je trouve que ce qui est cool chez Coquelicot, c'est qu'on a plus cette notion de entre guillemets, de vendre des choses à des gens. On va plus mettre sur de la mise en avant de territoire, ce qui est bien plus sympa à faire. Ouais. Et du coup, voilà, si un entrepreneur veut se lancer, ou en tout cas veut relancer un logo existant, c'est vraiment essayer de faire le tri dans ce qu'on veut véhiculer comme valeur, dans ce qu'on veut faire comprendre aux gens, et se dire, bah, si mon véhicule passe dans la rue avec mon logo, il faut qu'en un clin d'œil, on arrive à savoir de quoi il s'agit. Parce qu'un beau logo, c'est bien, mais il faut qu'il soit compris. On peut se faire plaisir visuellement, mais si derrière, ok, c'est joli, il y a un nom, ok, je l'ai retenu, mais je ne sais pas de quoi ça parle. Bah, ça peut être difficile. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire passer le message le plus simple et le plus clairement possible. Et du coup, c'est pas un exercice facile de réussir à lighter un petit peu tous les messages, tout ce qu'on veut mettre. Mais c'est un peu, je pense, c'est vraiment réussir à faire le tri et de garder que le nécessaire. Super. Il y a la partie aussi juridique, puisque là justement tu parlais de l'aspect parfois peut-être folklorique d'un nom qu'on a trouvé comme ça dans la rue ou près de notre entourage. Il faut aussi rappeler que c'est important de regarder sur l'INPI avant de se lancer. Exactement. Est-ce que vous demandez aux clients en amont de vérifier justement si la marque est disponible en fonction du secteur d'activité, puisqu'on rappelle que c'est pas possible d'utiliser un nom de marque si on a un confrère ou une consoeur qui s'est déjà lancé dans le même secteur d'activité. Est-ce que vous vous occupez de cette partie juridique? Alors, ou en amont il y a validation et ensuite vous pouvez on peut pas dire qu'on s'occupe réellement de la partie juridique. Par contre, on va conseiller sur ce qui se fait, ce qui se fait pas. On va surtout vérifier de notre côté, malgré tout, on demande si la personne a vérifié, on leur fait confiance, mais ça coûte rien d'aller juste jeter un coup d'œil. Ce qui se fait aussi, nous, sur la partie web, on fait beaucoup de web, et du coup, vérifier que le nom de domaine existe, parce que des fois, on a un super nom de boîte, on se dit, bon, bah, c'est génial, maintenant, je passe au web, et on se rend compte que, il existe, et du coup, c'est un peu embêtant. Donc, gros conseil lorsqu'on se lance sur une marque, bien vérifier que elle n'existe pas, ou en tout cas, pas dans le même secteur. Bon, tant qu'à faire, si on peut être, vérifier qu'elle n'existe pas du tout, c'est vraiment mieux. Mais après, on a, par exemple, les grosses marques se bordent énormément sur ces trucs-là. Si on reprend les marques de chaussures, par exemple, très connues, ils ont déposé, je sais pas combien de noms de domaine pour pas qu'on puisse même ne serait-ce qu'avoir quelque chose d'approchant. Donc après sur un entrepreneur on n'en est pas là, mais en tout cas ça coûte rien de vérifier sur l'INPI, parce que ça nous donne une petite sécurité, et puis surtout ça nous évite de travailler pour rien, que ce soit nous ou la personne, de se lancer dans plein de choses, de commencer à sortir des éléments, et au final de se rendre compte que on peut tout jeter parce que sinon c'est trop risqué et ça peut coûter très cher. Et en parallèle, il y a aussi la gestion des droits d'auteur. Oui. Puisque quand il y a création, il y a droit d'auteur, et il faut bien gérer ça si vous faites appel à des graphistes indépendants ou des plateformes sur Internet qui travaillent dans le monde entier, faut bien gérer tout ça. Bien sûr, et puis même nous sur la création, de plus en plus, les personnes avec qui on travaille nous demandent de leur fournir les fichiers sources ou de leur céder les droits. Donc, c'est des lignes qui doivent apparaître dès le début pour que les choses soient claires. C'est plus simple, au moins il n'y a pas de surprise. Et derrière, ça sécurise tout le monde, et ça nous permet de travailler dans de meilleures conditions. Super. On a fait un super épisode différent. Et j'ai envie de dire dans la même continuité quand même de l'épisode avec Sandrine, qui était sur l'architecture, sur les espaces. Où est-ce qu'on se sent bien? Là, c'est pareil. Pour qu'une marque nous attire, pour qu'on comprenne le message, pour que ce soit attractif, c'est un petit peu les mêmes codes. Faut penser simplicité, faut penser correspondance et lien avec sa cible. Complètement. Et puis faut s'inspirer, faut être assez à l'écoute, j'ai envie de dire, des signaux faibles, des grandes marques, de ce qui se passe ailleurs. Et puis de voir un petit peu se laisser un petit peu guider aussi par l'époque.
ne pas être campé sur c'est important. Sur l'histoire. Aujourd'hui, je me sens pas vieux, mais je suis pas jeune non plus. Donc, on a sur les écoles des jeunes personnes qui viennent sur le marché, qui ont des idées, mais dans tous les sens. Et du coup, si on se met pas un minimum au goût du jour, on peut vite être dépassé. Donc, c'est à nous de faire ce travail pour essayer de rester jeune, au moins dans notre tête. Merci Damien. Tiens, juste avant de finir, parce qu'on va inviter tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices, s'ils ont des besoins d'aller voir Coquelicot, un nom, un mot justement à transmettre pour dire, pour signifier, te signifier en arrivant qu'ils ont écouté le podcast. Un mot. Un mot. C'est pas simple. Relation humaine, ça en fait 2, c'est bien. Très bien, voilà. C'est le nom de code, ça voudra dire que vous venez de la part de la BHZ League. Merci à vous en tout cas pour l'accueil, c'était très chouette. À très bientôt, merci. Merci. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.